Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Vous êtes commencé à être nombreux à vous connecter, on va attendre un tout petit peu avant de commencer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est élargir ses horizons de recrutement, en particulier dans les métiers en tension. Et on a le plaisir d'être 4 interlocuteurs aujourd'hui, 2 interlocuteurs, 2 interlocutrices. C'est assez rare sur un webinaire d'avoir autant de monde. Du coup, ça va faire de chouettes interactions. Donc, comment ça va se passer? On va vous présenter un peu le sujet pendant une demi-heure, et puis derrière, il y aura 15 minutes de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions dans le chat, même pendant la présentation. Et du coup, on pourra remonter le fil, on pourra remonter l'historique et répondre à vos questions en fin de webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer immédiatement. Donc, le sujet du jour, c'est élargir ses horizons de recrutement, comment se rendre compatible avec les chercheurs d'emploi. Ici, on s'adresse bien aux entreprises. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir le cabinet Q, Audrey et Alexiane, qui vont participer à ce webinaire. Alors, on a le plaisir de les inviter sur notre chaîne. Et du coup, je leur donne immédiatement la parole pour qu'elles puissent présenter leur structure. Merci beaucoup Hugo. Donc Audrey Ferreira, moi je suis manager au sein du cabinet Q et j'ai la chance d'être avec Alexiane Roland aujourd'hui qui est consultante au sein du cabinet. Donc pour se présenter très rapidement, cabinet, c'est le cabinet Q, c'est un cabinet de conseil et d'études. On travaille beaucoup avec les branches professionnelles et les OPCO, mais aussi bien évidemment avec les entreprises sur tout ce qui est lié aux métiers en tension et au process de recrutement. Merci beaucoup. Et côté Tout est possible, donc nous, on est une association, loi 1901, qui mène des actions en faveur du retour à l'emploi à destination des publics qui en sont éloignés. Et on travaille en collaboration avec des entreprises pour les rendre davantage compatibles avec ces publics. Et donc, je vous propose tout de suite de passer à la mise en contexte. Et donc, je redonne la parole côté Q pour introduire le sujet. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme le disait Hugo, ce webinaire, il est sur les thématiques d'horizon de recrutement et comment les élargir. Et pourquoi on s'est posé cette question quand on a préparé ce webinaire tous les 4, c'est parce qu'il y a des difficultés de recrutement qui persistent. La dernière enquête BMO le montre. On a plus de 6 employeurs sur 10 qui envisagent les difficultés de recrutement sur 2024 et sur les mois à venir. Donc, il y a ces difficultés qui persistent et nous, l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de pouvoir vous proposer aussi des recommandations, des suggestions pour réussir à élargir vos viviers de recrutement. En effet, quand on pose la question aux recruteurs, on se rend compte qu'il y a 5 principaux facteurs, selon eux, qui expliquent ces difficultés de recrutement. La majorité s'accorde pour dire que c'est un nombre de candidats qui est insuffisant. Il y a 85% d'entre eux qui disent qu'ils n'arrivent pas à recruter parce qu'ils n'ont pas assez de candidatures. Donc ça, c'est une grosse majorité des employeurs. Enfin, bien la deuxième raison qui est le profil inadéquat des candidats. 76% des employeurs qui l'invoquent comme raison principale aux difficultés de recrutement. Donc ça, c'est également une thématique sur laquelle on va revenir aujourd'hui, cette question de profil de candidats. Il y a enfin les conditions de travail. En effet, il y a des métiers qui sont plus en tension que d'autres et on voit dans la dernière enquête BMO qu'il y a de fortes tensions, notamment sur tous les métiers liés à l'hôtellerie-restauration. Et ça, on sait que c'est des métiers aux conditions de travail contraignantes. Donc effectivement, dans un contexte de difficulté de recrutement, c'est d'autant plus difficile de pouvoir recruter sur des métiers qui sont de nature en tension. La quatrième raison, c'est la question d'un déficit d'image de l'entreprise. Donc là, c'est plus interne à l'entreprise, comment travailler aussi sa marque employeur. C'est une des actions qu'on va également évoquer aujourd'hui. Et enfin, un manque de moyens financiers, mais aussi humains dans la recherche d'emploi qui donne ces difficultés de recrutement-là aux entreprises. Et donc, très rapidement, sur ce contexte, l'idée, c'est que par rapport à ces 5 difficultés, nous, on a essayé de penser à des erreurs courantes qui peuvent arriver et aussi des actions pour faire différemment. Et je laisse la main à Hugo et Maxime. Oui. Merci beaucoup Audrey pour cette mise en contexte. Alors tout de suite, on passe du coup sur les 5 erreurs courantes que commettent les entreprises et qui les empêchent du coup d'accéder à de nouveaux publics, en particulier les publics qui sont éloignés de l'emploi. Donc on commence par la première erreur. Hop. Je vais passer trop vite. Donc la première erreur. Ici, on parle
rester dans un mode de recrutement classique. Si on diffuse les mêmes offres d'emploi auprès des mêmes canaux de diffusion, qu'on garde le même parcours de recrutement, ça va être compliqué de toucher un public éloigné de l'emploi. On imagine bien que chez ce type de public-là, on peut souvent avoir en face des personnes qui manquent de confiance en elles, qui vont pas forcément savoir bien comment se vendre, et pourtant, elles pourraient tout à fait convenir au poste, mais elles vont envoyer des messages contradictoires si elles sont dans un environnement un peu stressant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut adapter ces pratiques de recrutement, et on verra comment le faire ensuite. On en parlera un petit peu plus précisément derrière. Mais voilà, aujourd'hui, en ce moment, je travaille avec plusieurs entreprises, notamment du secteur de la boulangerie. C'est un secteur qui rencontre pas mal de problématiques de recrutement. Et le petit défi supplémentaire, en plus, c'est qu'une partie de ces entreprises sont frontalières avec le Luxembourg et la Suisse. C'est d'autant plus difficile d'aller capter des candidats quand on propose un salaire 3 fois moins élevé à poste égal. Et ces entreprises, elles ont conscience qu'il faut se diversifier dans leur méthode de recrutement, parce qu'aujourd'hui, elles ne touchent pas à ces publics. Elles font toujours la même chose, hein. Elles se connectent bien à France Travail, elles diffusent leur offre sur Indeed, et généralement, ça s'arrête là. Donc, elles ont conscience que voilà, il faut s'ouvrir, elles ne savent pas comment faire, et souvent, c'est par méconnaissance du tissu de l'insertion. Alors qu'il peut être très intéressant, et je vous en parlerai un petit peu plus précisément ensuite. Mais du coup, là, on a souvent des entreprises qui pensent avoir épuisé tous les viviers, entre guillemets, du territoire. Et en fait, non, il y a plein de structures qui cherchent des débouchés pour leurs bénéficiaires. Il y a plein de structures qui ont des personnes compétentes, qui ont des personnes qui ont un vrai vouloir-faire. Parfois, il n'y a pas forcément le savoir-faire, mais il y a du vouloir-faire. Et du coup, on peut atteindre ces personnes-là. Mais voilà, il faut aussi s'adapter à elles, et en particulier sur ces pratiques de recrutement. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est avoir des attentes irréalistes. Alors, une entreprise considère rarement qu'elle cherche le mouton à 5 pattes, en particulier dans les secteurs en tension. En général, on cherche plutôt des gens qui en veulent, qui répondent présents, et ça suffit. Mais souvent, il y a quelques attentes qui viennent se glisser, qui ne sont pas forcément une priorité absolue pour le poste, mais par habitude ou par croyance. En fait, on demande ces attentes-là, et on se prive du coup d'un certain nombre de candidats. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à re-questionner en profondeur les compétences attendues et vraiment à chercher le minimum requis, quoi. Parfois, voilà, on laisse un petit peu des fiches de poste prendre des années, on ressort les mêmes et on ne re-questionne pas nécessairement quel candidat, quelles sont les compétences qu'on attend. Et parfois, on peut les former très facilement sur le tas. Donc ne pas hésiter à réellement chercher le minimum requis. Et ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir de nouveaux viviers. Et la troisième erreur, et ensuite je laisserai la parole à Maxime, c'est ignorer la diversité des besoins. Lorsqu'on s'adresse à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, on n'a pas forcément, d'ailleurs, éloignées de l'emploi ou non d'ailleurs, on peut avoir des personnes qui ont besoin que l'entreprise s'adapte à elles. Et ça peut être très léger, hein, mais c'est primordial pour la personne. Ça peut être lié à un handicap, ça peut être lié à des problématiques de mobilité, ça peut être lié à des problématiques de garde d'enfants, par exemple. Mais si on veut maintenir ces personnes en poste, faut être à leur écoute. Faut leur demander ce dont elles ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Et parfois, l'entreprise ne peut pas s'adapter, et c'est OK. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment jouer le jeu de la transparence dès les premiers échanges. Et voilà, et pas hésiter à poser la question, même dès les premières rencontres. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions? Est-ce que l'entreprise doit s'adapter à vous? Et parfois, c'est de tout petits réglages. Mais en fait, cette simple question va vraiment permettre à la personne de venir dans l'entreprise et de se sentir bien et d'être à son poste comme toutes les autres. Donc voilà pour cette troisième erreur. Et du coup, je passe tout de suite la main à Maxime pour les deux dernières erreurs. Merci Hugo. Le volet suivant, on parle des équipes et on y parle en réalité à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au global. Souvent, on cerne le sujet du recrutement avec les équipes RH ou avec un manager auprès de ces équipes. Et on se rend compte qu'en réalité, chaque accompagnement qu'on a eu
où l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des équipes qui, d'une manière ou d'une autre, sont touchées par les questions de recrutement, n'étaient pas mobilisées, bah, il y a eu un blocage à un moment. Donc, je parle effectivement des équipes RH, mais aussi des équipes métiers, des équipes qui vont être en lien direct avec les personnes. Je parle aussi des managers, je parle aussi de la RSE, parce qu'on peut tirer des fils sur le sujet, de la communication, parce que finalement, on peut transformer les choses en interne. Si on n'arrive pas à les faire valoir et à les diffuser, eh ben, on perd aussi en impact sur ces sujets. Le deuxième grand volet de retour, c'est en se concentrant un petit peu justement sur ces équipes métiers. Pourquoi? Parce que les profils qui vont pouvoir arriver dans vos structures ont des habitudes, ont des codes qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Je prends un exemple très concret. Dans un certain nombre de pays d'Afrique, de ne pas regarder la personne dans les yeux, c'est une marque de respect. Là où ça peut être très dérangeant parfois pour une personne dans une équipe d'avoir ça. Et donc, quand vous intégrez une personne qui vient de là-bas, bah, ce différentiel de code peut faire que ça ne va pas fonctionner, alors même que tout était là pour que ça fonctionne, mais il fallait cette compréhension mutuelle et ce chemin utilisateur. Et le deuxième volet qui marque l'importance d'impliquer les équipes, notamment les équipes métiers, c'est vraiment ce volet de l'importance de l'accueil. On observe qu'on a jusqu'à 70% de recommandations positives en plus sur vos structures si vous avez mis en place un processus d'accueil qui est favorable. On voit que si on parle de l'intégration, donc pas juste de l'accueil, mais finalement de l'ensemble du process qui permet d'accueillir la personne et de la maintenir ensuite. Là, cette fois-ci, on tend vers les 70%, mais cette fois-ci de rétention de personnes qui vont plutôt vouloir rester dans votre structure. Donc, on a des vrais impacts qui sont importants en impliquant les équipes, y compris les équipes métiers, sur vos divers sujets. Le sujet suivant, c'est bien souvent, on évite la question de l'évaluation de ces stratégies-là parce qu'on a l'impression que ça nous coûte du temps de se poser sur ce sujet. Mais en réalité, ce n'est pas un coût, c'est un investissement sur ces. À quelle échéance est-ce que je peux réellement observer le résultat? Si juste j'accueille une personne et je fais le bilan, bon, bah, soit c'était la bonne personne et je vais avoir un bilan extraordinaire, soit c'était pas la bonne personne et finalement je vais jeter le bébé avec l'eau du bain quelque part. Donc il y a une vraie notion à se dire, je prends le temps d'observer sur le temps court, moyen, long, quelle est l'efficience de cette ouverture que j'ai pu avoir sur mes mécanismes de recrutement. Comment est-ce que j'arrive finalement en mettant ce sujet de l'évaluation à donner aussi un retour à la personne qui sera passée dans ma structure, même si finalement je décide pas forcément de la garder ou autre, bah, j'arrive à transmettre quelque chose et à valoriser l'image de ma structure, la marque employeur que je peux avoir, et puis comprendre le pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche moins bien, dans toute une démarche d'amélioration continue et de prise en compte dans les conclusions qu'on va pouvoir faire. Ça permet aussi de mieux objectiver les facteurs de réussite et les zones à travailler pour les futurs collaborateurs. Donc voilà un petit peu pour balayer les grands axes d'erreurs classiques qu'on arrive à voir sur ces volets. Et je te rends la main, Hugo. Alors, on ne t'entend pas, Hugo. Excuse-moi, Hugo. Je te donne la parole. Super. Donc l'idée, c'est par rapport à ces 5 erreurs, comment on va faire différemment. Donc l'un des premiers enjeux, c'est vraiment la rencontre. Donc comme je le disais en introduction, il y a 85% des entreprises qui disent qu'elles n'ont pas de candidats suffisamment en nombre. Donc finalement, autant aller les chercher, aller à leur rencontre plutôt que d'attendre à ce qu'ils viennent à vous. Et on a voulu, il y a pléthore de dispositifs dans l'écosystème de l'emploi formation, mais on a voulu mettre l'accent sur 2 dispositifs sur lesquels on croit beaucoup. Tout est possible. EQ, donc il y a l'immersion professionnelle, dont le nom exact, c'est la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'ouvrir les portes de votre entreprise à une personne qui souhaite en savoir plus sur vos métiers, sur votre secteur, et de permettre à ces profils-là, à ces personnes-là de découvrir les métiers, pourquoi pas venir renforcer vos équipes.
Vous, ça vous permet de vraiment d'accueillir de nouvelles personnes, de discuter de vos métiers, donc de les faire connaître. Et potentiellement, pour ces personnes-là, c'est une réelle plus-value dans leur parcours professionnel. Et peut-être que ça peut déboucher sur un matching parfait et donc une intégration pour ces personnes. Il y a également la POE, donc la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif qui est piloté à la fois par France Travail, mais aussi par vos OPCO de référence. Donc, c'est un dispositif qui peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire que vous pouvez essayer passer par la formation d'un demandeur d'emploi sur ce dispositif-là. Vous pouvez également former un groupe de demandeurs d'emploi et éventuellement envisager des recrutements multiples. Ça dépend aussi de vos contextes et de vos besoins. Donc là, l'idée, c'est vraiment de former les demandeurs d'emploi aux métiers en tension sur lesquels vous avez des besoins. Et donc, ainsi de favoriser aussi leur intégration parce qu'il y a une période de formation avec un organisme de formation dédié, avec un programme de formation qui permet aussi souvent à l'issue de ce parcours d'avoir une certification et une reconnaissance pour les demandeurs d'emploi. Et une période de stage en entreprise qui permet vraiment, là encore, de favoriser la rencontre, que la personne s'imprègne pleinement aussi de votre entreprise, de vos façons de faire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la POE est un bon moyen aussi pour favoriser l'intégration durable des personnes au sein de votre entreprise. Donc, c'est une manière de rencontrer des personnes. On est plutôt, notre analyse, c'était plutôt essayer de capter des profils plus éloignés de l'emploi. C'est pour ça qu'on parle à la fois de personnes qui aimeraient faire des immersions, des personnes qui sont inscrites auprès de France Travail. Mais comme je vous disais, il y a d'autres solutions également. Du coup, la deuxième solution, c'est la définition d'une marque employeur. Donc, la marque employeur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer une identité, une image distinctive à votre entreprise pour vous permettre, en fait, de recruter de nouveaux profils, voire des profils qui diffèrent de vos viviers de recrutement habituels. La marque employeur, quand on en parle, on pense souvent réputation, image. Donc, on a souvent cette vision externe de la réputation de l'entreprise qui se rapporte à la marque employeur, mais c'est également la valorisation de l'entreprise en interne et la création d'une attractivité pour votre entreprise également en interne parce que vos salariés, un des objectifs de la marque employeur, ça va être de les intégrer durablement, de les fidéliser et de garantir leur bien-être professionnel. Et donc, de par ce bien-être, ils vont véhiculer une image positive de votre entreprise en externe, ce qui va vous permettre, in fine, de répondre à vos problématiques de recrutement et d'améliorer l'image de votre entreprise en externe. Donc, c'est un petit peu comme une boucle où on aurait du coup cette attractivité en interne qui permet de recouper avec l'externe et donc de favoriser les recrutements et notamment de profils un petit peu plus atypiques que ceux sur lesquels l'entreprise peut aller en temps normal. On peut s'interroger du coup sur la manière opérationnelle, concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en place une démarche marque employeur. Premièrement, ça passe par la formalisation de ce qu'on appelle une promesse employeur unique. Donc, une promesse employeur, c'est en fait la somme de l'intégralité des avantages qui sont offerts à vos salariés en échange de leur engagement dans votre entreprise. Et donc, ces avantages, ils sont bien sûr monétaires, donc on peut parler de rémunération, mais également on a des avantages fonctionnels, donc tout ce qui va être lié aux conditions de travail, à l'intérêt des activités. Et également, il y a les avantages psychologiques qui sont tout ce qui est lié au bien-être au travail, à la sécurité, à la reconnaissance. Et donc, cette formalisation de la promesse marque employeur, en quoi est-ce qu'elle est unique? C'est parce qu'elle repose en fait sur 3 à 5 principes fondamentaux ou valeurs de votre entreprise et qui du coup vont définir cette promesse et vont la permettre d'être différenciante par rapport aux promesses employeurs d'autres structures.
Et donc, pour définir sa marque employeur, une bonne pratique, c'est également de faire le lien, donc soit avec la politique qualité. Donc, par exemple, vous avez peut-être d'ores et déjà un suivi de la satisfaction client dans le cadre de votre politique qualité. Et bien ça peut également faire partie de votre marque employeur. Et également sur la partie RSE, par exemple, si vous avez des mesures d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail de vos salariés, vous pouvez tout à fait valoriser ces éléments-là dans le cadre de votre promesse employeur. Voici du coup pour la seconde solution et donc on passe à la troisième. Oui, merci Alexiane. Sur la mobilisation de l'écosystème de l'insertion. C'est ça, donc la troisième solution, du coup, c'est une solution assez facile à mettre en place. Chez Tout est possible, on le fait pour les entreprises, mais vous pouvez tout à fait le faire en autonomie, et ça demande juste un peu d'investissement en termes de temps. Mais voilà, la meilleure chose à faire si on veut capter un public de l'insertion et de l'emploi, c'est de se connecter aux structures de l'insertion. Et en France, on a vraiment un tissu qui est intéressant. Sur certains territoires, il y a beaucoup de structures avec beaucoup de candidats qui peuvent être vraiment des candidats intéressants pour vous. Mais voilà, par contre, il faut aller rencontrer ces structures-là. Et en plus, ces structures-là, elles vous attendent parce qu'elles ont besoin de débouchés pour leurs bénéficiaires. Donc vraiment, vous êtes attendu, si vous êtes une entreprise, vous êtes attendu par ces structures-là. Maintenant, comment on se connecte à ces structures-là? D'abord, il faut les identifier. Alors ça, c'est pas très difficile. Quelques simples requêtes Google et vous allez avoir une liste de contacts. Ensuite, il faut les contacter. Du coup, vous pouvez demander à parler au responsable, un échange téléphonique très simple, en présentant votre entreprise, les postes qui sont ouverts, en lui montrant que vous êtes intéressé par ses bénéficiaires, lui montrer aussi que vous avez fait des efforts pour vous rendre compatible avec leurs bénéficiaires et lui proposer, pourquoi pas, de vous rencontrer lors d'une session d'information collective où vous inviterez du coup plusieurs structures, plusieurs responsables de structures d'insertion. Alors, je ne les ai pas nommées ces structures-là, mais du coup, ça peut être des chantiers d'insertion, ça peut être des entreprises adaptées, ça peut être des entreprises d'insertion, ça peut être des associations intermédiaires. Il y a vraiment plein de types de structures avec des types de profils différents. Donc, voilà, c'est intéressant de contacter une diversité de structures et de les inviter à connaître votre entreprise. Donc, pourquoi pas faire visiter vos locaux, pourquoi pas faire intervenir des collaborateurs, des employés qui puissent diffuser un témoignage sur le fait que votre entreprise a un bon environnement, on s'y sent bien. Et voilà, et pourquoi pas, du coup, après vraiment présenter largement du coup, les postes qui sont ouverts et qui pourraient être susceptibles d'intéresser leurs bénéficiaires. Une fois que les présentations sont faites, du coup, vous pouvez les inciter à vous envoyer des candidats. Et du coup, vous pouvez refaire une deuxième session d'information, mais cette fois-ci avec des candidats qui viendraient du coup des structures. Et ce seraient des candidats ciblés, parce que comme en amont, vous avez parlé du poste, vous avez parlé des compétences attendues, des profils recherchés, et les responsables de structure, ils vont identifier parmi leurs bénéficiaires les personnes qui sont le plus enclins à correspondre à vos attentes. Et donc, ils vont vous envoyer du public. Et là, ça va être intéressant du coup de rencontrer ces personnes-là, de leur présenter votre entreprise et de voir si parmi elles, certaines sont intéressées pour pouvoir poursuivre, pourquoi pas en immersion comme Audrey vous l'avez présenté. Une fois que vous avez rencontré ces profils-là, n'hésitez pas aussi à maintenir un lien durable avec ces structures. Ça peut être vraiment des viviers qui peuvent être réguliers. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à construire ce lien avec les structures parce que ça peut être vraiment dans le temps intéressant pour l'entreprise. Donc ça, c'était la troisième solution. Et du coup, je passe la main à Audrey, je crois. Donc, enfin, il y a un des enjeux qui est vraiment, ça se recoupe un peu tout ce qu'on dit là, mais c'est vraiment de faire connaître votre entreprise, de faire connaître vos métiers. Donc, c'est un sujet aussi, comme Alexiane l'évoquait, finalement, de marque employeur, parce que c'est très difficile pour une entreprise de tirer son épingle du jeu. Il y a des entreprises sur les territoires qui peuvent être plus connues que d'autres. Puis, il y a aussi des métiers beaucoup moins connus, des métiers de niche sur lesquels il faut attirer des profils. Et pour ça, il y a d'autres acteurs aussi auprès desquels se rapprocher. C'est simplement les écoles, les organismes de formation, les CFA qui forment sur ces métiers, pour lesquels il ne faut vraiment pas hésiter à rentrer en contact et à communiquer avec eux.
Donc, c'était pas pour faire de la pub pour un jeune, une solution, mais c'est vrai qu'il y a une grosse campagne là de stage pour les élèves de seconde. Donc, n'hésitez pas si vous êtes une entreprise et que vous avez l'opportunité d'ouvrir vos portes. Là, il y a beaucoup de personnes qui galèrent un peu à trouver leur stage de seconde. Donc, je profite de pouvoir parler de cette découverte des métiers et des entreprises pour le faire. Donc, pour nous, c'est vraiment un axe assez important, d'autant plus qu'on travaille aussi beaucoup, nous, avec des CFA, et il y a une vraie envie, on le sait, de ces acteurs-là, de vraiment coller aux besoins des entreprises sur le territoire. Il y a tout un contexte de réforme des lycées professionnels qui va aussi dans ce sens-là. Donc, eux vont venir certainement de plus en plus vers vous, entreprises, et les entreprises aussi, c'est intéressant qu'elles aillent de plus en plus vers ces acteurs-là pour faire connaître leur métier, l'évolution sur ces métiers. On sait que les métiers changent beaucoup, et donc d'avoir vraiment cette interaction avec les écoles, ça permet de faire beaucoup pour la découverte des métiers, pour faire connaître aussi votre entreprise. Après, il y a tout un réseau d'alumni qui peut se créer, donc c'est très intéressant sur cette partie-là. Il y a également, on le dit beaucoup, c'est d'aller vers, donc de participer à des salons, d'aller dans des lieux de la vie de tous les jours pour pouvoir présenter vos métiers, votre entreprise. Ça, c'est des actions qui peuvent vous permettre d'ouvrir aussi vos portes à un public plus large. Et là, des fois, parfois, on rencontre des entreprises qui disent « oui, moi, j'aimerais bien communiquer sur mes métiers, mais j'ai pas forcément toute la matière pour le faire ». Et nous, on attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a énormément de travaux de présentation de métiers, des nouvelles compétences à acquérir, etc., qui existent par le biais des observatoires de branche. Et donc, si c'est pas un contenu sur lequel vous avez l'habitude d'aller, allez-y, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à puiser sur ces travaux-là qui sont menés à la fois par les branches professionnelles et par les OPCO, et qui peuvent vous permettre d'avoir du contenu métier très facilement. Et d'ailleurs, je fais la transition avec le point suivant, parce que ça peut même être des contenus qui peuvent vous aider à écrire vos fiches de poste ou vos offres d'emploi. Donc c'est très intéressant. Et je prends la balle au vol pour vous parler de l'offre d'emploi. Si je devais terme pour parler de ce sujet, ce serait en réalité le chemin utilisateur, qui est quelque chose qu'on pense très souvent pour les produits qu'on a dans l'entreprise, mais finalement pas toujours pour les offres d'emploi. Il faut réussir, quand vous cherchez justement à élargir votre vivier de candidats, à vous mettre en empathie avec la réalité de ces publics et avec qu'est-ce qui va vraiment les toucher eux. Pas penser que les gens doivent rejoindre votre structure, mais ce qui va réellement les intéresser. On a fait un travail particulièrement intéressant avec la CPAM sur un territoire pour questionner leurs propres salariés sur qu'est-ce qui était à valoriser finalement dans cette marque employeur et à mettre dans les offres d'emploi. Il y a un deuxième grand axe qui est aussi la simplification. Il y a un certain nombre d'offres d'emploi où on a l'impression qu'il faut avoir un bac+5 pour emboîter des tuyaux et en fait de réussir à utiliser des termes, des verbatims, des codes qui sont les plus simples possibles et qui permettent aux personnes de se projeter. Ce qui m'amène sur le dernier volet, qui est vraiment de permettre à chacun de se sentir légitime à candidater à votre offre. Il y a un certain nombre de personnes, de profils qui s'auto-censurent dans les candidatures, alors même que possiblement, ce sont des belles rencontres et ce sont des belles compétences à valoriser au sein de vos structures. Limitez au maximum cette autocensure en essayant de valoriser un peu plus les vouloir-faire, l'envie, la motivation des personnes que certains savoir-faire que vous êtes capable d'accompagner. D'ailleurs, de savoir-être, vous êtes aussi en capacité de les accompagner. Il y a plein de choses finalement que vous pouvez faire suivre ensuite dans votre structure en fonction de ce que vous mettez en place comme dynamique d'accueil, d'intégration, d'accompagnement au sein des structures. Et donc finalement, de revenir à la substantifique moelle de qu'est-ce qui est absolument nécessaire. Bon, ça, il faut que ce soit très clair et tranché. Et effectivement, si quelqu'un ne dispose pas de telles compétences, vous ne voulez pas que la personne candidate, c'est super. Mais ça doit être sur 1, 2, peut-être 3 compétences. La plupart des autres éléments, vous êtes en capacité justement de les accompagner et faites-le ressentir dans vos offres. Et ça va vous permettre de promouvoir justement une dynamique favorable, de promouvoir un esprit, une culture inclusive au sein de votre structure et de faire en sorte finalement que ces personnes se projettent. Donc, vous avez accès au support que vous pouvez télécharger directement là ou via le petit bouton « Recevez nos docs », on vous enverra tous les éléments. Et vous avez du coup un lien également vers un webinaire qu'on avait
dédié à ce sujet de comment rédiger une offre d'emploi inclusive avec quelques éléments un peu plus concrets, spécifiques. Et je passe la main pour le point numéro 6 sur l'accueil et l'intégration. Merci. Du coup, sur l'accueil et l'intégration, donc la dernière solution proposée dans le cadre de ce webinaire, donc toujours dans une perspective de réduction du taux de turnover et de recrutement durable des personnes, on va aller sur un processus d'intégration qui va être tout de suite personnalisé, c'est-à-dire que très vite, lors de l'accueil de la personne, il va y avoir une prise en compte de la part de l'employeur des besoins individuels de la personne. C'est-à-dire que souvent, on a des entreprises qui ont des processus d'intégration qui vont être toujours un petit peu les mêmes, sans forcément prendre en compte les besoins individuels des personnes. Or, il est important de se mettre à la place de la personne et de voir selon ses besoins personnels, comment est-ce que l'entreprise peut faire en sorte de l'accueillir et de l'intégrer de la manière la plus efficace possible, afin de garantir son intégration durable. Donc, premièrement, il y a la préparation d'un plan d'intégration qui va être personnalisé. Et donc, là, ça va être, par exemple, prévoir une visite des locaux de l'entreprise. Peut-être si l'entreprise a plusieurs sites, spécifiquement accompagner la personne là où elle va travailler. Également, il y a l'organisation d'une session d'accueil complète où l'entreprise va présenter, par exemple, son histoire, ses valeurs, pour que la personne puisse directement s'acculturer un petit peu avec celle-ci et qu'elle connaisse l'entreprise et qu'elle se sente directement à l'aise dans l'entreprise. Et également, il y a l'attribution d'un ambassadeur ou d'un mentor. Donc là, ça peut faire partie du plan d'intégration personnalisé où on va attribuer un salarié qui est un petit peu plus expérimenté dans l'entreprise et qui va pouvoir conseiller, accompagner sur du plus long terme la personne, le nouveau salarié sur son nouveau poste. Également, il va falloir fournir les outils et les ressources nécessaires à la bonne intégration de la personne dans l'entreprise. Et donc là, ça passe par exemple par l'adaptation du poste de travail si cela est nécessaire. Également, bien sûr, le fait de fournir un livret d'accueil et d'autres documents si nécessaire. Donc par exemple, un plan si jamais le site de l'entreprise est un petit peu grand. Également, s'assurer que l'ordinateur de la personne est opérationnel et disponible quand elle arrive pour ne pas qu'elle ait à attendre avant de pouvoir commencer à travailler. Et également le fait de planifier des réunions de suivi régulières. Donc par exemple, ça peut être un point après un mois, puis après 3 mois, 6 mois, etc. pour voir sur la durée comment s'intègre la personne dans une perspective, voilà, de la fidéliser et de suivre comment elle s'intègre pour vérifier si elle se sent bien dans l'entreprise et s'assurer également qu'elle n'a pas de besoins particuliers, notamment relatifs à l'adaptation du poste, par exemple. Voici du coup pour ce dernier point, et donc on vous propose peut-être de passer aux questions et aux réponses. Il y avait une question, Alexiane, peut-être sur comment faire une promesse psychologique qui n'est pas formelle ni concrète. Donc j'ai vu que Maxime a demandé des précisions sur ce point-là. Oui, merci pour votre question. Donc, effectivement, donc, comment formaliser une promesse psychologique? Donc, la promesse employeur, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir effectivement des éléments psychologiques, mais les éléments psychologiques, donc je le rappelle, c'est tout ce qui va être lié au bien-être au travail, à la reconnaissance et à la sécurité. Ils sont quand même intimement liés à tout ce qui est avantages fonctionnels, donc c'est-à-dire conditions de travail, etc. Mais c'est vrai que l'aspect psychologique peut paraître un petit peu moins concret parce qu'on n'a pas forcément d'éléments probants qui vont nous permettre de dire, bah oui, mes salariés se sentent bien dans mon entreprise, j'ai voilà, peu de turnover, une bonne fidélisation, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire pour venir formaliser un petit peu cet aspect psychologique, ça va être premièrement d'intégrer cet aspect psychologique, ces avantages
psychologique dans les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que le fait que les salariés vont s'épanouir dans leur travail, ça va faire partie des valeurs de l'entreprise et ce qui va en découler, ça va être des éléments probants. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait un management bienveillant, sur quoi est-ce que ça s'appuie? Sur éventuellement du coaching, des formations, etc. Le fait qu'il y a l'envoi, par exemple, d'un questionnaire de satisfaction auprès des salariés. Donc, tout ça, ça va permettre de constituer des éléments probants qui vont venir appuyer un petit peu cette valeur de bien-être au travail et qui vont permettre d'avoir des éléments formels qui permettent ensuite de communiquer sur cette promesse employeur et plus spécifiquement sur les avantages psychologiques. Après, au-delà de ça, si en tant qu'employeur, vous souhaitez simplement vous faire une idée un petit peu de ce qui plaît à vos salariés dans votre entreprise, vous pouvez leur demander également et partager des témoignages sur votre site internet de ce que vos salariés apprécient, eux, dans votre entreprise. Jolène qui dit que beaucoup de candidats voient les promesses psychologiques comme de fausses promesses et ça peut les faire quitter la société. Donc c'est vrai qu'il y a ce contre-coup des témoignages où des fois on s'attend à beaucoup dans l'entrée en entreprise et où on peut être déçu. Mais enfin, voilà, la recommandation, c'est de communiquer au plus juste. Et même si vous faites, par exemple, ces témoignages-là, comme le recommandait Alexiane, c'est d'essayer de, effectivement, même dans la mise en œuvre de ces témoignages et dans le recueil des témoignages de vos salariés en poste, d'être le plus juste possible. Et peut-être deux éléments en complément de ce qui a été évoqué, en fonction bien sûr de la taille de votre structure, mais vous pouvez aussi dédier un profil, une personne à ces sujets-là, et donc finalement créer un espace d'écoute, et ça, à minima, ça vient aussi rassurer dans la capacité de pouvoir exprimer les choses. Ça, je pense que c'est aussi une clé qui est relativement intéressante. Et en complément à ce que disait Alexiane tout à l'heure sur comment est-ce qu'on réussit à objectiver ça, je prends un tout petit peu le contre-pied puisque Alexiane allait chercher justement des éléments un peu plus précis pour aller chercher ces volets psychologiques. Vous pouvez aussi choisir d'aller regarder quelques indicateurs qui vont intégrer ces dimensions psychologiques, mais sans forcément s'y arrêter. Je pense notamment, alors il y a le Net Promoter Score qui est plutôt business. Là, je parle plutôt du Net Promoter Intern Score, où on vient demander finalement aux salariés à quel point est-ce que ils pensent recommander cette structure, cette entreprise à d'autres personnes. Et ça, finalement, ça intègre des choses qui sont différentes en fonction de chaque personne, mais dont les dimensions psychologiques et donc comment est-ce qu'elles se projettent. Et vous pouvez même envisager de distinguer quelques questions un petit peu différentes, si c'est un sujet qui est particulier pour vous, à vous dire finalement, est-ce que vous recommanderiez à n'importe qui cette structure ou est-ce que vous recommanderiez cette structure à, et en déclinant quelques éléments qui vont chercher les informations dont vous souhaitez objectiver un petit peu le sujet. Il y avait une deuxième question de Violaine, peut-être, avant de passer à celle de Daryl et de laisser la main peut-être à Hugo ou Maxime sur celle-ci. Donc, quand tu évoquais l'accueil et l'intégration, tu évoquais le fait de planifier, Alexiane, des réunions de suivi régulières, la question RH ou manager. Alors, nous, c'est vrai que dans notre vision des choses, là, c'est plutôt sur des réunions avec aussi le RH, parce que le manager, on estime que dans les échanges courants, il y a des retours qui sont faits réguliers dans la période d'intégration. Encore une fois, comme le disait Maxime, ça dépend aussi beaucoup de la taille de vos structures. Mais ce qui est important pour le candidat qui vient d'intégrer l'entreprise, il a souvent eu pas mal d'échanges avec plutôt le RH avant d'arriver dans l'entreprise. Et donc, c'est bien de pouvoir un peu confronter son intégration par rapport à ses attentes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces points d'étape réguliers aussi avec le RH. Si on part du principe, bien entendu, que le manager fait des retours réguliers à la personne lors de son intégration. Sinon, c'est les deux. Mais dans le cas où il n'y aurait pas forcément des points formels avec les managers, mais des points informels, la recommandation ici, c'est plutôt d'instaurer aussi des points formels entre le RH et la personne qui vient d'intégrer l'entreprise. Et juste en rebond là-dessus, je te donne la main, Hugo. Tout à l'heure, Audrey Alexiane parlait aussi d'ambassadeurs, de personnes, de profils volontaires et formés justement à ce suivi, à cet accompagnement et qui sont des très bons relais aussi, donc qui ne se substituent pas à ce qui vient d'être évoqué vis-à-vis du volet RH, mais qui vient aussi accompagner ce suivi régulier. Et je prends la question de Daryl, du coup. Donc, quels sont les types de structures qu'on peut trouver,
auquel on peut s'adresser pour trouver de nouveaux candidats. Donc, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc, on a le monde de l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique, dans lequel on trouve deux types de structures. C'est les chantiers d'insertion, donc ateliers et chantiers d'insertion, et les entreprises d'insertion, EI. Donc, ce sont des structures qui embauchent des personnes avec un contrat voilà, de 20 heures généralement, et du coup, dans le but de réapprendre à ces personnes à travailler. Généralement, il y a un délai où ces personnes doivent retrouver une entreprise classique. Et du coup, ça peut être une bonne opportunité pour une entreprise de s'adresser à ces structures. Après, on a le champ du handicap avec les entreprises adaptées qui emploient au minimum 80% de personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a les ETTI, donc c'est les entreprises de travail temporaire d'insertion, qui du coup envoient des personnes issues d'insertion dans des entreprises pour des missions ponctuelles, mais pareil, c'est des structures aussi qui peuvent avoir besoin de débouchés pour leurs bénéficiaires. Et donc c'est aussi intéressant de les contacter. Et puis on a les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion des personnes en situation de handicap, qu'il est possible aussi de rejoindre pour toucher ce type de personnes. Je ne sais pas si j'étais vraiment exhaustif sur tout ça, mais Maxime, peut-être que tu peux rajouter quelques structures. Non, simplement en complément, Hugo vous a parlé de l'ensemble de ce qui existe quelque part dans le volet de l'insertion par l'activité économique. Vous avez tout un écosystème extrêmement varié de structures qui sont dans l'accompagnement de public. Et là-dedans, je ne vais pas pouvoir vous faire un listing parce qu'en fait, c'est très territoire dépendant. Alors, vous avez des grosses structures nationales, vous avez Solidarité Nouvelle contre le chômage, vous avez nos quartiers ont du talent, vous avez Fondation Agir contre l'exclusion. Enfin, en fait, vous avez énormément de structures, dont des gros nationaux. Si vous voulez, on peut vous envoyer des listes globales, mais qui ne seront pas exhaustives. Mais surtout, sur chacun des territoires, vous avez des petites structures qui se sont mises en place parce qu'il y avait un besoin particulier, parce qu'il y avait un sujet spécifique et qui accompagnent des populations. Donc, nous, notre recommandation, c'est vraiment de vous rapprocher au niveau de votre territoire de qu'est-ce qui existe autour des quartiers ou des zones qui sont ce qu'on appelle un petit peu les zones d'influence, les zones où la mobilité permet à ces personnes de venir sur vos sites. Et à partir de ce moment-là, il faut regarder un petit peu en détail, faire un certain nombre de recherches, mais on peut vous aider sur le sujet si c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Mettez-nous un petit message sur le bouton Recevez nos docs et puis on essaiera de vous envoyer justement une liste en fonction du territoire sur lequel vous êtes. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne vois pas de nouvelles dans le chat. Donc, j'espère que ce webinaire vous a inspiré, peut-être même vous donner envie de passer à l'action. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous pouvez nous contacter. Alors, il me semble qu'on a un petit formulaire de contact sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Précisez si vous voulez contacter Tout est possible ou si vous voulez contacter Q. Et puis, on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous et d'aborder ces sujets plus en détail, si vous le souhaitez. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire.